Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, ce matin, on s'intéresse aux snowbirds canadiens. Vous allez être plusieurs milliers à traverser la frontière canadienne pour venir passer l'hiver canadien ici, sous les palmiers de la Floride. Et comme chaque année, malheureusement, il y a quelques problèmes aux douanes. Alors, quels sont ces problèmes que vous allez pouvoir peut-être rencontrer et quelles sont surtout les solutions? On va en parler ce matin avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Alors voilà, c'est les snowbirds. Ils ont droit canadiens, donc ils ont droit à une période de 180 jours à passer sur le territoire chaque année. C'est ça. Ça se passe comment? Est-ce que c'est de janvier à décembre? Comment on les calcule comment on calcule cette période de 180 jours? Alors la période des 180 jours, c'est toujours la partie la plus difficile pour les Canadiens. Le 180 jours, beaucoup pensent que c'est de janvier à décembre. Alors, ça veut dire que s'ils ont, par exemple, fait 180 jours au 31 décembre, ils repartent au Canada pour les fêtes de Noël et ils reviennent au 1er janvier et ils ont un autre 180 jours. Ce n'est pas le cas. Ce sont des années flottantes. Alors, ils vont regarder dans l'année précédente combien de jours ils ont passé aux États-Unis. Alors, par exemple, si en novembre, parce que la majorité des snowbirds arrivent en novembre, si en novembre, ils ont déjà passé, par exemple, 120 jours, il va leur rester la différence pour le 180 à partir de leur première date d'entrée dans l'année qui se termine. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où on passe la frontière, qu'on rentre aux États-Unis, c'est à partir de cette date qu'on compte les 180 jours? À partir de l'année précédente. Alors, ils vont regarder, vous êtes rentré quand l'année dernière, par exemple, et ils sont rentrés, je ne sais pas, en octobre l'année dernière. Vous avez passé combien de temps aux États-Unis? Et il faut faire attention parce que souvent, durant la période d'été, ils retournent aux États-Unis autour des frontières, comme au Maine, des endroits près du Canada. Alors, ces jours-là comptent aussi. Alors, il faut qu'ils regardent à partir de quand ils sont rentrés l'année précédente. Il faut qu'ils commencent à calculer leurs jours. Et quand ils ont atteint 180 jours, ils sont obligés de rester à l'extérieur des États-Unis pour une période de 180 jours. Ce n'est pas comme si ça revient à zéro et qu'ils reviennent 2 jours plus tard. C'est 180 jours passés sur le territoire et on doit sortir un minimum de 180 jours. Il faut être à l'extérieur des États-Unis 180 jours. Ce n'est pas une semaine, 2 semaines et nous revenons et nous avons encore une fois 180 jours. Non, il faut avoir une présence physique à l'extérieur des États-Unis pour, encore une fois, 180 jours. Maintenant, qu'est-ce qu'ils devraient apporter? Parce que là, c'est la période où ils arrivent en voiture, en avion. Ils ont déjà passé beaucoup de temps aux États-Unis. Certains passent vraiment 180 jours aux États-Unis. Alors, ils sont sujets au document de taxe, le 8840, qu'ils ont envoyé durant le premier trimestre de l'année fiscale. Donc, ce formulaire 8840, c'est juste pour les taxes? C'est un formulaire qui démontre que leur présence principale, que leur résidence principale est au Canada et pas aux États-Unis. Alors, c'est une bonne idée d'avoir une copie de ce document quand les gens vont revenir aux douanes. Pour ceux qui ont fait le 8840, ayez une copie avec vous au passage aux douanes. Ensuite, ce que je recommande aux snowbirds, surtout les snowbirds qui vraiment sont ici 180 jours, c'est d'avoir des preuves de leur résidence au Canada. Alors, par exemple, leur bail s'ils sont en location ou le titre de propriété, facture de téléphone, d'électricité, tout ce qu'ils vont payer tous les mois, tout ce qui est mensuel et qui montre qu'ils ont vraiment une résidence. Aussi une copie de leurs taxes, de leur dernier rapport d'impôt canadien. S'ils sont retraités, une preuve de leur retraite, avoir un dossier avec eux pour leur premier passage aux douanes. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est quand ils sont mis de côté, ils sont questionnés. Mis de côté, c'est-à-dire qu'on peut aller en seconde inspection. Et à ce moment-là, ça se passe comment? Quelles sont les questions qui peuvent être posées? Est-ce qu'il y a des questions types? Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut leur demander les questions types, c'est pourquoi vous venez aux États-Unis? Pour combien de temps allez-vous être aux États-Unis? Où allez-vous résider? Alors ça, c'est un point, encore une fois, important, c'est de bien avoir une adresse où vous allez aller. Et après, ils vont demander souvent c'est qui cette adresse? Est-ce que ça appartient à quelqu'un? Est-ce que c'est la famille? Pourquoi venez-vous aussi longtemps aux États-Unis? Avez-vous une date de retour? Avez-vous une preuve de retour? Alors, des fois, quand ils arrivent en voiture, c'est plus compliqué. Alors, ils se font mettre de côté en deuxième inspection. Et c'est là que je conseille, surtout aux snowbirds, d'avoir un dossier pour leur première entrée avec leur preuve de résidence au Canada.
de savoir comment ils vont retourner. Bien sûr, ils n'ont pas le droit de travailler. Ailleurs, il y a toujours la question classique au bureau de Montréal. Les gens me demandent, oui, mais je vais avoir des outils, par exemple. Je vais faire des travaux dans ma maison, dans mon condo, des choses comme ça. Mais ce n'est pas une bonne idée d'avoir des outils dans la voiture. Acheter sur place. Parce on demandait à des amis de se faire dépanner. Voilà, parce qu'ils on peut suspecter qu'ils viennent ici pour travailler. Qu'ils vont travailler, qu'ils vont aider les voisins, qu'ils vont se faire payer. Alors, avoir des outils, c'est jamais une bonne idée. Avoir trop de bagages non plus, c'est pas une bonne idée. Alors ça, c'est ce que les gens devraient essayer d'éviter. Et est-ce qu'on peut avoir un avocat quand on part en seconde inspection comme ça? Non. Alors, ils n'ont pas le droit à un avocat. Ils n'ont pas le droit de contacter un avocat. Ils n'ont même pas le droit d'utiliser leur cellulaire, leur téléphone. Donc, on est tout seul, en fait. On est tout seul. Vous êtes tout seul. Alors, une chose que les gens ne sont pas au courant, c'est que quand vous avez un problème aux douanes, vous pouvez toujours demander à l'officier de retirer votre demande d'admission. Alors, quand vous rentrez aux États-Unis, c'est que vous demandez d'être admis aux États-Unis en tant que touriste. S'il y a un problème, vous pouvez demander que l'admission soit retirée et dire « OK, je n'ai pas les documents nécessaires, je retourne chez moi, chercher ce qu'il faut pour revenir. » Pour revenir. Alors, vous pouvez dire « OK, je suis d'accord, je n'ai pas les documents nécessaires, je ne veux pas rentrer aux États-Unis. » C'est à la discrétion de l'officier de leur laisser retirer leur demande d'admission, mais c'est possible. Ouais. Alors, au moins, ils sont au courant que c'est une possibilité. Alors, il faut aussi ne pas signer des documents qu'ils n'ont pas compris. Si l'entretien, si les questions sont en anglais, qu'ils ne comprennent pas, demandez un interprète. Ils ont le droit de demander… Donc ça, c'est possible. On n'a pas le droit à l'avocat, mais on peut avoir l'interprète. Un interprète, parce qu'ils sont obligés de comprendre les questions. Moi, j'ai des situations où les gens n'ont pas compris les questions, ils ont répondu et après, c'est une catastrophe parce que c'est sur papier, les empreintes sont prises et ça devient un document qui est maintenant, qui va les suivre pour le reste de leur jour. Alors, s'ils ne comprennent pas les questions, demandez un interprète, ne pas signer quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Alors, préparation du 180 jours, c'est sûr qu'avec un billet d'avion de retour, c'est plus simple, mais beaucoup arrivent en voiture. En voiture, OK. Alors, quand ils arrivent en voiture, vous devez leur dire quand même, vous avez une date butoir de retour, leur preuve de résidence, leur taxe, peut-être un relevé bancaire canadien ou américain qui montre qu'ils ont assez d'argent pour vivre durant les 180 jours ou des revenus locatifs ou des revenus de retraite. Comme ça, ils ne vont pas avoir la présomption qu'ils vont travailler aux États-Unis. Et on parle beaucoup de ces 180 jours. Est-ce qu'on peut également avoir une dérogation? Est-ce qu'on peut étendre la période? Est-ce que c'est possible ça? Non, c'est 180 jours fermes et on ne peut rien faire pour… Non, c'est 180 jours. Au-delà de ça, si ils essaient de rentrer, bon, un officier peut les laisser rentrer à la discrétion, mais ce n'est pas à conseiller. Il faut vraiment faire très, très attention aux 180 jours. Je les retrouve au bureau de Montréal en consultation. Ils ont une interdiction de rentrer. Ils sont obligés de revenir plus tard. Des fois, ils peuvent être accusés d'avoir, qu'est-ce qu'on dit en anglais, un overstay. Ça veut dire qu'ils sont restés trop longtemps. Après, s'ils sont restés trop longtemps pour plus de 180 jours, ils ne peuvent pas revenir aux États-Unis pour une certaine période de temps. Après, il faut demander un waiver. Alors, c'est quand même assez complexe. Il faut bien calculer ces jours. Prenez un calendrier, notez quand vous êtes rentré l'année précédente, calculez comme il faut et en cas de besoin, vous restez plus longtemps au Canada, vous ne revenez pas tout de suite, mais il faut faire un calcul précis. Et une fois rentré sur le territoire américain, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a un I-94 ou des choses comme ça à vérifier, à valider en ligne? Est-ce qu'ils doivent faire quelque chose ou même avant de repartir? Avant de retourner au Canada à la fin de la période, est-ce qu'il y a des choses à vérifier ou à faire? C'est une bonne idée d'avoir un I-94. Alors maintenant, les 94 en papier, comme nous avons déjà parlé durant notre émission, n'existent plus. Alors, il faut aller sur Internet, il faut aller sur le site du CBP, vous tapez I-94 pour regarder la date qui a été rentrée par l'officier aux douanes. Des fois, ils ne le font pas. Alors, et c'est quelque chose à vérifier une fois arrivé. C'est qu'ils doivent le faire après la douane, pas avant, mais après l'entrée aux États-Unis. En tout cas, si ces personnes-là ont encore d'autres questions, on peut vous contacter, Maître Marcel Poirier? Oui, alors vous pouvez me contacter au bureau de Miami à 305-854-4445 ou par email à marcelpoirier@marcelpoirier.com. Et je rappelle juste que dans 15 jours, le 15 et 16 novembre, vous allez être à Montréal pour des consultations? Alors, le 16 et le 17 novembre. Le 16 et le 17 novembre, pardon. C'est ça. Je vais être au bureau de Montréal en consultation pour 2 jours. Alors, il y a des questions ou des gens qui voudraient me voir pour clarifier leur séjour, c'est un bon moment pour venir avant leur arrivée ici aux États-Unis. Et comment on prend rendez-vous pour ces 16 et 17 novembre? On vous appelle au bureau de Miami, au bureau de Montréal? Au bureau de Miami ou au bureau de Montréal. Alors,
Les numéros de téléphone sont indiqués sur mon site Internet pour le bureau de Montréal, mais le plus simple, c'est de téléphoner à Miami à 305-854-4445. Donc je rappelle, c'est le 16 et 17 novembre en consultation à Montréal. C'est ça. Merci beaucoup, Maître Marcel Poirier, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis. Merci Grégory. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.